Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis midi pour les webinaires de French Morning Media Group. Vous êtes plus de 150 à vous être inscrits aujourd'hui pour ce webinaire, ce dernier webinaire de 2024. Merci d'être présent toujours. Aujourd'hui, on va voir comment investir dans l'immobilier locatif en France depuis l'étranger. On va parler financement, on va parler recherche de biens, on va parler gestion. On a deux experts. Le premier, c'est Manuel Ravier, fondateur et directeur général de la société investissementlocatif.com, investisseur avec plus de 20 millions d'euros investis à titre perso avec son associé en France. Dans l'ancien, il a fait aussi investir ses clients à hauteur de plus de 500 millions d'euros sur maintenant les 10, 11, peut-être 12 années d'existence de l'entreprise. Ça fait longtemps que Manuel est là et il est toujours présent, donc bravo. On a un deuxième intervenant qui est Manuel Bardos de MB Courtage, ancien banquier, courtier spécialisé en financement des non-résidents, qui finance, attention, 93% des dossiers qu'il accepte. Donc, il va nous expliquer comment il fait tout ça. Vous le savez, ils vont mettre un partage d'écran tout de suite pour vous donner un maximum d'informations. L'idée, c'est que vous, quand vous avez des questions, vous les mettez juste en bas dans le question-réponse, dans le Q&A. Si vous nous suivez, parce qu'on est aussi en direct sur LinkedIn, vous pouvez poser des questions sur LinkedIn. N'hésitez pas, on répondra à toutes vos questions. Allez, Manuel, je te donne la main et moi je reviens à la fin Parfait. pour poser des questions. Est-ce que ça s'affiche bien, On est Romain? nickel. Parfait. Ok, parfait. Donc bonjour à tous, merci Romain pour l'intro. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'investissement immobilier et de financement, comme vous l'avez compris. C'est Manuel et Manuel, on s'appelle tous les deux Manuel. Donc pourquoi vous devez investir et pourquoi l'investissement en France est vraiment attractif, c'est le titre de ma présentation. On va en parler tout de suite. Donc très rapidement, Romain m'a présenté. Donc moi, j'ai cofondé avec Michael Zonta le groupe Investissement Locatif, un groupe d'une dizaine de sociétés qui aident les gens à investir en déléguant leurs projets. Donc vous pouvez déléguer le projet depuis partout dans le monde ou en étant dans la même ville. On a des clients qui sont à Paris, qui investissent à Paris, et on a des clients en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde, avec des gros décalages horaires qui investissent avec nous. On est également investisseur IMO, donc on comprend parfaitement les problématiques puisqu'on a 150 lots environ, 20 millions de valeurs qui sont loués, gérés. Tout est plein d'ailleurs actuellement. Donc c'est vraiment, on en reparlera, il y a une grosse tension locative en France actuellement. Et on aide les gens, notamment expatriés, à investir dans l'immobilier en France. Voilà, ça c'était la présentation de notre entreprise. On est 180 personnes pour vous accompagner partout sur le territoire français autour de différents métiers, des conseillers qui vont échanger avec vous sur votre projet pour définir le projet, des chasseurs immobiliers qui vont rechercher les biens. On va faire le lien avec des courtiers, comme par exemple avec Manuel, pour vous permettre de trouver des solutions avec des professionnels du financement. Il va nous en parler après. Ensuite, on va vous accompagner sur la partie notariale. On va vous accompagner sur la rénovation. On va gérer la partie plan, la partie suivi de travaux, l'ameublement, décoration pour vous livrer un projet entièrement rénové qui répond aux dernières normes DPE et qui est prêt à être mis en location. Voilà, donc on est présent dans différentes villes. Vous avez la liste et vous pourrez me solliciter après. Donc dans cette présentation, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez comprendre comment mettre en place des revenus complémentaires, donc des revenus issus de l'immobilier qui ne sont pas donc directement liés à votre travail, tout simplement grâce à votre capacité d'endettement. On va parler beaucoup de dette aujourd'hui et d'emprunt, comment emprunter pour investir dans l'immobilier, et également de disposer d'un capital sécurisé, liquide, au service des projets de votre vie, puisque l'immobilier, on aime ça, hein, on aime les vieilles pierres, mais c'est également un outil d'enrichissement, c'est un support financier, et c'est comme ça qu'on l'appréhende, donc on va en parler dans cette présentation. Est-ce qu'on a perdu Manuel?
crois qu'on a perdu Manuel. Oui, j'ai l'impression qu'il a eu un petit bug. Ok. Est-ce que tu souhaites parler du financement et puis il reviendra nous voir dès qu'il a fini? Oui, bien sûr. Je lance la présentation en même temps. Ouais, Je prends le relais. Et ouais. ok, allez, on fait comme ça. Alors, donc, moi, on m'entend bien, c'est bon, c'est pas un bug. Ouais, c'est parfait. Tout Si est tu peux ok. juste Ok, ouais, mettre sur lire, comme ça on voit en plein écran. voilà. Parfait. Et j'en profite aussi pour dire, vous voyez à l'écran, si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec Manuel Bardoz, il y a son QR code qui s'affiche tout de suite. Donc si jamais il y a des gens qui doivent partir, n'hésitez pas. Ah, Voilà. quoi qu'on a retrouvé Manuel, donc il peut reprendre le relais si c'est ok pour lui. Ouais, je suis désolé, j'ai une petite coupure de connexion, je me suis mis en 4G, ça va fonctionner. Est-ce que tu peux permettre de partager, s'il te plaît, Ouais. Allez, Romain? c'est parti. Désolé, hein. Désolé pour ce Non, petit non, non, couac. non. Là, je peux pas partager. Ouais, Hop. c'est bon, c'est normal. Donc, je disais, on dit aussi, quand en bourse, on dit aussi que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et pourtant, ça, c'est la courbe de l'actif immobilier depuis 1900. Donc, on voit qu'on a une belle courbe, une belle progression qui est certes pas linéaire. Il y a des petits moments où ça baisse, ou alors où la hausse accélère, ou elle ralentit. Mais en tout cas, sur un temps long, on voit qu'avec l'immobilier, on gagne toujours, et ça rejoint ce qu'on a dit juste avant. On gagne toujours parce que c'est le phénomène de l'inflation. La monnaie se dévalue, donc à euros pour le même nombre d'euros, il faut plus d'euros pour acheter le même bien immobilier, c'est assez logique. Quels sont les avantages maintenant du marché immobilier français? C'est un marché qui est résilient face aux crises. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de fonctionnaires en France, on a une sécurité des contrats de travail, ce qui fait que quand on a des crises, les gens ont un amortisseur social qui est plus important que dans d'autres pays du monde, comme on a pu le voir aux US en 2008, où c'était peut-être plus compliqué sur les contrats de travail. On a également des taux d'intérêt, on va en reparler après, qui sont un gros atout. Manuel va nous vous en parler, mais on emprunte à taux fixe. Et quand il y a des crises avec des hausses assez fortes des taux d'intérêt, eh bien les Français ne sont pas impactés et donc ils peuvent continuer à rembourser leur mensualité, ce qui n'est pas forcément le cas par exemple au UK. Je sais qu'il y a des gens au UK. Je pense que vous êtes beaucoup à taux variable et on a vu sur la dernière crise de la hausse des taux sur les 2 dernières années qu'au UK c'était plus compliqué pour certains de rembourser leur mensualité qui augmentait fortement et donc certains ont été obligés de vendre leurs biens, ce qui rajoute des problématiques sur le marché. Enfin, dernier point, la fiscalité, même si aujourd'hui on est un peu dans le flou, on pourra en reparler après, je répondrai à vos questions, mais il y a des régimes fiscaux qui sont très intéressants et qui peuvent faire en sorte que vous ne payez pas d'impôts sur vos revenus locatifs. Donc, vous avez des loyers entrants, vous ne payez aucun impôt, en tout cas en France, pendant des années. Donc, c'est des régimes très intéressants pour développer un patrimoine, surtout en phase de croissance. On reparlera des taux après. Je voulais juste vous dire que sur la part des taux de crédit immobilier, on a quand même des bonnes nouvelles puisque le pic a été atteint il y a tout juste un an, en décembre 2023. Et depuis, on a une décrue qui devrait s'accélérer. Hier, Christine Lagarde a encore pris la parole pour dire que la baisse des taux de la BCE va continuer. Donc, ça devrait soutenir la baisse des taux de crédit immobilier sur l'année 2025, ce qui donc devrait relancer le marché puisque plus les taux baissent et plus les Français achètent, puisqu'ils ont plus de pouvoir d'achat en matière immobilière. Parlons maintenant de la martingale et de pourquoi je vous parle de prêt immobilier. C'est que l'immobilier, la martingale c'est un mot négatif, mais l'immobilier a quelque chose de magique quand on l'achète à crédit. Pourquoi? Parce que, alors là je vous ai mis une petite méthode, je pense qu'il y a une slide qui s'est intercalée, mais quand on achète à crédit, vous allez le voir, le rendement de votre argent investi explose grâce justement à l'effet de levier immobilier, grâce à la banque, grâce au prêt que Manuel va vous obtenir quand vous allez le solliciter pour vos financements. Donc l'idée, c'est de toujours faire un maximum de leviers bancaires ici, de créer de la valeur avec les travaux, parce qu'en achetant un bien rénové, vous allez pouvoir négocier le bien, l'acheter pas cher et repartir sur un bien refait à neuf pour être tranquille pendant des années et choisir les bons produits qui vont être des produits les plus rentables pour 2024 ou 2025, qui vont être en général des petites surfaces si vous voulez faire en tout cas du locatif, donc studio, T2, ou alors sur des immeubles de rapport, donc des immeubles entiers avec plusieurs appartements de type studio, T2, T3 en colocation. Petit exemple chiffré sur comment on peut transformer un rendement locatif de 6% en un rendement sur votre épargne de 14%. Vous inquiétez pas, j'ai chiffré tout ça juste après. Encore une fois, c'est la magie de l'effet de levier du crédit. Ici, à gauche, sans effet de levier, vous avez, mettons, 200 000 euros de cash, hein, puisque vous avez la chance d'être non-résident. Et on le sait, certains non-résidents ont plus de cash en général que les résidents fiscaux français. Si vous avez 200 000 euros que vous achetez cash à 200 000 euros avec un rendement de 6%,
votre bien à 200 000 euros va travailler et chaque année, vous allez encaisser 12 000 euros de loyer. 6% de 200 000, c'est facile. Si maintenant vous prenez vos 200 000 euros, vous allez voir Manuel et que vous lui dites, voilà, aidez-moi à trouver un crédit bancaire, bah, la banque va vous demander par exemple 33% d'apport, ce qui fait que vous n'allez pas investir 200 000 cette fois-ci à droite. Vous allez investir 200 000 plus l'argent que la banque va vous prêter. 400 000 euros dans ce cas-là. Ce qui fait que vous allez investir dans 600 000 euros d'immobilier. Et vous aurez donc bien un rendement de 6% sur l'immobilier, comme ici, sauf que c'est 6% de 600 000 et non pas 6% de 200 000. Et pourquoi ça fait pas 3 fois 6, 18% donc de rendement sur votre argent investi? Parce que j'ai retraité le coût des intérêts. Avec des intérêts actuels à 3,5% environ, j'ai calculé que ça faisait un rendement sur vos 200 000 euros investis, donc sur l'argent investi dans cet exemple-là, de 14,30%. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un rendement de 14% sur un actif dit sécurisé, hein, puisque tout le monde convient que l'immobilier est sécurisé si vous l'achetez dans des villes où il y a de la demande locative. En tout cas, c'est plus sécurisé que la crypto, a priori, en tout cas moins volatile. Bah, un rendement de 14% sur votre argent investi, c'est un excellent rendement, surtout avec une maîtrise du risque. Ici, je vous ai mis l'exemple chiffré avec encore un peu plus de détails, puis après, je vous laisse tranquille sur l'effet de levier, promis. Ici, bon, apport de 150 000, non pas 200 000. À gauche, emprunt zéro. À droite, donc toujours pareil, hein, un tiers d'apport. Hop, on voit qu'on a 450 000 euros de valeur d'immobilier détenu à droite, 150 000 euros à gauche, qui est logique, il n'y a pas de crédit. Et avec un rendement de 6%, voilà, ça vous donne 9 000 euros de loyer. Cette fois-ci, on n'est plus à 12 000, hein, on a un petit peu moins, on a mis 150 000. Et à droite, 27 000 euros de loyer encaissé, moins le coût de l'emprunt. C'est le coût des intérêts que je vous ai chiffré, hein, donc j'ai fait le calcul. C'est le coût annuel, évidemment. 27 000 moins, voilà, moins 5 550. Ça vous fait, bon, je sais pas combien, mais en tout cas, ça vous fait un rendement, assis là, ici, 21 450 euros. Sur vos 150 000 euros d'apport, parce que c'est l'argent que vous avez réellement mobilisé, vous avez un rendement sur l'argent investi de 14,30%. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pourrez me les poser dans le chat, je regarderai tout ça après. Ce qui nous amène maintenant à la question, comment, à la question à laquelle bien évidemment Manuel va répondre, comment on fait pour emprunter quand on est expat pour investir dans l'immobilier? Il va vous donner les réponses. Qu'est-ce qu'on peut attendre des taux et de la baisse éventuelle des taux sur 2025? Tu nous donneras aussi tes prévisions. Et est-ce que les banques prêtent bah, pour les non-résidents? Donc je vais couper maintenant la présentation et puis je vais passer la main à Manuel. Voilà. Hop. Est-ce que c'est OK, Romain, sur la presse? Merci Ouais, Manuel. J'ai libéré la place. normalement, Manuel Bardos peut partager son écran. Romain, est-ce que je peux diffuser? Oui, je pense qu'on a des petits problèmes de Wi-Fi. Mais tu peux partager ton écran, oui. Ok, un petit souci de connexion, j'ai l'impression. Vous me dites si c'est OK pour vous. C'est bon, on est parfait. Oui, vous m'entendez On bien? t'é- Ouais, on t'écoute. On t'entend bien, c'est juste qu'il y a du décalage, c'est tout. Tu peux y aller. Allez. Donc aujourd'hui, alors, comme l'a dit Romain, un ancien banquier qui travaillait, je travaillais dans des grandes agences où on traitait déjà les clients qui souhaitaient faire et de l'investissement locatif et notamment un certain nombre de clients qui étaient à l'étranger. Donc c'est quelque chose qui m'était familier. Voilà, j'ai simplement créé un cabinet de courtage pour être moins cantonné à une seule et même banque et une seule politique d'octroi et me permettre d'avoir un éventail de choix de possibles à offrir aux clients par rapport à toutes, puisque vous le savez, toutes les banques ont leur politique d'octroi et ont leur façon de faire et ça permettait d'offrir quelque chose de beaucoup plus probant aux clients qui en avaient besoin. Donc pour l'investissement locatif et pour les non-résidents expatriés, puisque ce sont mes deux spécialités. Alors, pour reprendre un petit peu ce qu'a dit tout à l'heure Manuel, je vais revenir sur quelques points. Euh, Ce qui est très important, encore plus que pour les résidents français, et il faut vraiment insister là-dessus, c'est l'après-étude qui est nécessaire de faire lorsque vous êtes non-résident expatrié. Alors, pour information, il y a une petite différence pour les banquiers entre un
résident et un expatrié. Le non-résident, c'est si vous travaillez en contrat local dans votre pays, que vous soyez français, étranger, peu importe. Et l'expatrié, c'est vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire vous travaillez par exemple pour Total, vous êtes détaché de la France vers les États-Unis, mais vous êtes rattaché à un contrat de travail français. Ça, c'est un expatrié. Euh, c'est peu ou prou les mêmes conditions de toute façon, mais la notion, il faut la connaître. Donc, sur le domaine du courtage, ce qui est très important pour notamment faire un investissement locatif quand on est non-résident, c'est cette fameuse préétude. Donc, on en parlait tout à l'heure avant que le webinaire commence avec Manuel sur le fait que nous, les courtiers, on prend évidemment les projets très en amont, puisque souvent vous venez avec une idée et nous, on regarde si c'est finançable. L'idée, c'est qu'avec cette préétude de 45 minutes ou visio au téléphone, peu importe, moi, je vais vous poser un certain nombre de questions qui va me permettre de déterminer si votre projet est faisable et si oui, à peu près à quelle hauteur en termes de montant, de telle manière à ce que vous puissiez calibrer votre projet avec investissement locatif en termes de montant et être sûr de où vous allez et d'où on part. Et éventuellement, si ça ne passe pas, de vous donner quelques billes qui vous permettent quelques mois en amont de préparer votre projet sur, par exemple, voilà, des montants encore à acquérir, deux, trois petites choses à modifier, ce genre de choses, histoire que ça soit le plus bankable possible. Seulement précise, je suis en mesure de vous donner une réponse assez immédiate et chiffrée, de vous dire, voilà, tout de suite, vous êtes capable d'acheter tant avec telle ou telle condition. En général, ça va très vite. On vous suit donc de... Ça coupe ou c'est moi, Romain? Ouais, ça coupe. Euh, Ah. je ne sais pas si Manuel Bardos, tu peux te connecter peut-être en 4G aussi. cette préétude jusqu'à ce que vous lancez banque jusqu'à la fin du projet. Donc, on vous suit très... Décidément, aujourd'hui, le Wi-Fi. Alors, Ouais, je peux prendre des questions en attendant s'il y en a. Je ne vois pas du tout vos slides. est-ce que il y a que Ouda qui voit pas les slides, les autres, vous voyez, vous avez vu, vous avez pu voir les slides? Est-ce qu'en attendant, on a des questions pour Manuel Ravier ou est-ce que Posez-moi vos questions sur le marché français, sur ce qui va se passer sur la loi de finances, peut-être, si j'ai une boule de cristal. Non, non, posez vos questions avec grand plaisir, j'y répondrai. Êtes-vous compétent pour optimiser la taxe entre la France et UK? Car si la taxe française peut être intéressante, la taxe anglaise ne l'est pas. Comment isoler de la taxe anglaise et CI à l'IS? Très intéressant, Philippe, puisque j'étais à Londres il y a un mois avec des non-résidents UK et effectivement, vous avez la réponse dans votre question. Je suis en train de préparer d'ailleurs un article avec Le Figaro qui veut que je fasse un comparatif pour les différents expats du monde, justement sur les régimes fiscaux les plus intéressants selon les pays, puisque selon le pays où vous résidez, et Philippe a tout à fait raison dans sa question, vous allez payer le même impôt en France, selon le régime, hein, mais dans le pays de résidence, par exemple, au UK, vous allez payer beaucoup plus d'impôts au UK si vous détenez un bien en direct en France, loué, que si vous vivez aux US ou si vous vivez à Hong Kong. En fait, ça varie. Et donc, vous avez raison, Philippe, la solution, c'est d'analyser la fiscalité UK si vous avez prévu de rester au UK. Effectivement, la SCI à l'IS est beaucoup plus intéressante parce que la remontée de dividendes, donc d'une société française à l'IS, est très faiblement taxée au UK, alors que les revenus locatifs de biens détenus en direct sont eux taxés, rajoutés à votre impôt sur le revenu, avec une tranche à 40%, je crois, au-delà de 50 000 pounds par an. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Dites-moi si je me trompe, Philippe, j'avais regardé le barème. J'ai pas le barème précis en tête, ce qui fait qu'en fait, si vous êtes au UK, c'est plus intéressant effectivement d'investir à travers des SCI et l'IS. Pour tous nos compatriotes qui sont, ou d'ailleurs peut-être des étrangers vivant aux US et qui nous regardent en ce moment, vous pouvez détenir des biens en direct puisque aux US, on a un système d'amortissement qui est similaire à la location meublée, même si les durées d'amortissement sont plus longues aux US, ça reste un régime qui est quand même intéressant. Donc vous avez la possibilité, si vous êtes aux US, d'investir soit
en direct, donc de détenir un bien, c'est votre nom sur l'acte de vente, hein, le vôtre, celui de votre conjoint, ou le vôtre, celui de quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on appelle de l'indivision. Et si vous souhaitez investir à travers des sociétés à l'IS, vous pouvez bien évidemment également le faire. Voilà, il y a des pays plus intéressants. André Saller nous dit 40% au UK, effectivement. Je crois que ça va même au-delà de 40% selon votre niveau de revenu. C'est un barème progressif, André, comme en France. Voilà. Et au UK, on peut défalquer que 50% des intérêts d'emprunt, tout à fait. Absolument, Philippe. Donc, on peut pas amortir le bien. On déduit que 50% des intérêts d'emprunt. Donc, c'est un régime qui est moins intéressant si on détient le bien en direct que ça ne peut l'être dans d'autres pays du monde, malheureusement, pour vous, qui êtes résident au UK. Mais ça reste intéressant, surtout en SCI à l'IS. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, pas d'autres questions pour l'instant. On peut parler un petit peu des villes où investir. Enfin, tu me dis, Romain, mais je peux. Ouais, vas-y, continue en attendant que Manuel Ouais, Barros avec revienne. plaisir. Ok. Donc, souvent, on me demande dans quelle ville investir en France, quelles sont les villes qui fonctionnent bien en ce moment. Il faut que vous vous disiez, il y a différentes approches. J'ai parfois des clients expats qui, eux, ont du cash à placer, qui me disent, Manuel, moi, ce que je veux, c'est un secteur hyper patrimonial. Je veux du Paris, je veux du Nice, je veux du Lyon, je veux du Bordeaux, donc des villes déjà valorisées, parce que l'immobilier, c'est aussi de l'affect. Donc, souvent, le projet, ça va être de se dire, je vais avoir un enfant étudiant un petit peu plus tard. Bah, c'est bien d'avoir 20, 25 mètres carrés à Paris parce que je sais qu'il pourra peut-être l'occuper. Et puis moi, ça me fait un pied à terre pour plus tard. Ou dans le sud de la France, on peut avoir des appartements à Nice, à Cannes, où on fait beaucoup de projets dans le sud de la France, où on comprend bien que non seulement on a une rentabilité qui est quand même intéressante si on investit sur la Côte d'Azur, mais en plus de ça, on peut se dire que peut-être plus tard, on pourra en profiter. Toujours sympa d'avoir un appartement de famille à Nice, à Cannes, où on va pouvoir aller en vacances parfois, si vous décidez de revenir en France, nous voir l'été sur la Côte d'Azur, nous les Français, où on va pouvoir peut-être en faire profiter sa famille plus tard. Voilà, donc on a des clients qui nous demandent ce type de projet. Donc ça, c'est des projets patrimoniaux. Vous aurez un rendement qui va pas être le plus gros rendement locatif, hein, de France, évidemment, parce qu'on est sur des zones qui sont chères à l'achat, mais on peut quand même faire des choses sympas. Et sur les rendements, pour parler de rendement locatif du bien, hein, donc hors effet de levier, on va être globalement sur Paris, donc ça dépend les quartiers. Hein. Si vous me dites je veux le sixième arrondissement de Paris, c'est encore autre chose, on sera à 3,5%. Mais sinon, à Paris, on peut faire entre 4 et 5%. Et sur la Côte d'Azur, je parle en exploitation longue durée, attention. Donc, je parle pas de location Airbnb, évidemment. Et sur la Côte d'Azur, on peut espérer entre 5 et 6,5% si on fait de la coloc, par exemple, à Nice, puisqu'on a beaucoup de grandes écoles à Nice. Ça, c'est pour les rendements dits patrimoniaux. Maintenant, d'autres clients nous disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'investir en France. Je finis, je repasse tout de suite la main à Manuel. C'est d'investir en France, mais d'avoir des rendements locatifs plus élevés. Donc là, on est capable de vous accompagner dans des villes un petit peu moins grosses, comme par exemple Toulon, qui est une ville qui cartonne en ce moment. Donc dans le sud de la France, une ville qui est sous-cotée à notre avis, où on va pouvoir faire de l'exploitation en plus en Airbnb, puisque là, c'est autorisé. Ou la ville d'Édouard Philippe Le Havre, par exemple. Donc là, on est sur les deux extrêmes français en termes de géographie, où on va pouvoir avoir des rendements qui peuvent aller jusqu'à 10%, voire dépasser les 10% en courte durée. Et en longue durée, on va être jusqu'à 7-8% de rentabilité, hors effet de levier, encore une fois. Ensuite, vous rajoutez du levier, et là, votre rentabilité, évidemment, explose grâce à Manuel, qui va reprendre la main sur la partie crédit. Merci Manuel. Je suis Manuel, navré. Je sais tu pas peux ce qui s'est remettre ton passé. partage d'écran et on est bon. Oui. Mais là, on t'entend euh, nickel. ouais. Alors, hop, est-ce que je le retrouve qui était là? Voilà. Donc, je suis meilleur courtier qu'informaticien. Hop, lire. Voilà. Ok. Alors, je ne sais plus où ça a coupé. J'espère que ça va pas couper trop en amont de ce que je disais. Mais en gros, voilà, l'idée c'était de dire de bien préparer effectivement le projet en amont. Donc, dès que vous avez une idée d'investissement locatif, même si c'est qu'aux prémices, il faut qu'on voit ensemble comment ça peut être fait de telle manière à le préparer. C'est très très important. Alors, les points les plus importants en matière de crédit pour les non-résidents expatriés, il faut avoir ça en tête, c'est que euh, très rares exceptions, la durée de prêt ira tout le temps jusqu'à 20 ans maximum. Voilà, le 25 ans est extrêmement rare à tel point que c'est une exception qui ne permet pas d'en faire des statistiques, donc on part sur 20 ans. La règle générale, la grande règle générale en termes d'apport, il faut comptabiliser à peu près 20% d'apport plus les frais.
les frais représentant à peu près 10%. Donc, grosso modo, partez sur 30%. On peut effectivement soit mettre de l'apport, soit payer à minima les frais et faire plutôt du nantissement à côté. On pourra y revenir. Mais dans votre tête, pour calibrer un projet, partez du principe que 30% de ce montant total de projet sera à mettre à minima en fonds propres. Une des raisons pour laquelle les banques demandent ceci, c'est parce que la banque aura très peu de commercialité avec vous, que la banque évidemment ils veulent, il faut que ça soit rentable et surtout il faut que ça soit sécurisé et moins risqué. Et comme ils ne pourront pas récupérer forcément vos salaires ou d'autres choses, ils veulent que demain l'hypothèque qu'ils prennent sur votre bien ait une certaine valeur, voilà, hypothécaire, un certain ratio hypothécaire. Il faudra évidemment qu'il vous reste de l'épargne résiduelle, comme pour les résidents, c'est-à-dire que vous faites un projet, il faut qu'il vous reste quand même de l'apport derrière. On ne peut pas mettre 100% de votre épargne sur ce projet. Il faut qu'il vous reste un petit peu de matière pour prévenir le risque et même vous dans votre vie de tous les jours. Le point important, c'est que le dossier, au-delà du patrimoine, de vos revenus, etc., s'apprécie aussi en fonction de votre pays de résidence et de votre nationalité. Si vous êtes de nationalité française, on peut parfois négocier un peu moins d'apport. Si vous êtes en couple mixte ou complètement étranger, par exemple, vous êtes 100% UK, on vous demandera effectivement souvent un apport peut-être un petit peu plus important parce qu'il n'y a pas de relationnel avec le pays et par conséquent, la banque peut prendre un risque un petit peu supplémentaire. De la même manière que pour les résidents français, on est malheureusement aujourd'hui toujours soumis aux règles HCSF. Ce sont des règles qui normalisent la distribution du crédit au niveau des banques. Et aujourd'hui, on ne doit quand même pas dépasser, encore une fois, sauf rares exceptions, un endettement de 35% maximum. Et on va regarder évidemment aussi le reste à vivre. D'accord? Donc, nous, en général, sur nos préétudes, on calibre à 35% d'endettement pour ne pas avoir de surprise lorsque l'on va lancer le dossier au niveau bancaire. Euh, il y a une différence de taux. Alors, Manuel, effectivement, a parlé des taux tout à l'heure. Les taux tendent à baisser hein, depuis quelques mois maintenant. Les banques ont retrouvé une réelle volonté de faire du crédit, tout simplement parce qu'elles retrouvent de la marge à faire du crédit, ce qui n'était plus le cas quand les taux étaient trop bas. Donc, quand les taux étaient trop bas, ça a évidemment profité à certain nombre de personnes, d'investisseurs, mais ça a aussi desservi beaucoup puisque les banques ayant beaucoup de prêts avec très peu de rentabilité, avait des exigences qui rendaient aussi impossible des dossiers qui aujourd'hui sont totalement faisables. Donc, pour les nouveaux emprunteurs, c'est un mal pour un bien, si ce n'est que, bon, je ne parle pas de la défiscalisation des intérêts d'emprunt, etc., mais au final, le taux d'intérêt a un peu moins d'importance sur l'investissement locatif que pour sa résidence principale. En tout cas, ils tendent à baisser, ce qui permet parfois de mettre des enveloppes un petit peu plus hautes que ce qu'on aurait pu avoir encore en début d'année. Ils vont effectivement encore baisser sur l'été 2000, enfin l'année 2025. Nous, on estime que ils vont revenir sur des taux que l'on a connus sur 2015-2016, c'est-à-dire 2,5-3%. Mais attention, il faut bien avoir en tête que pour les non-résidents, vous avez toujours une surcote de taux, hein, puisque dans la banque, le taux égale le risque. Donc forcément, pour un non-résident, la banque prend un peu plus de risques que pour un résident français. Par conséquent, les taux que vous pouvez voir sur Internet, il faut toujours dans votre tête les majorer de 0,50, 0,50, 0,30, 0,50. C'est à peu près la norme. Ne vous fiez pas aux taux que vous voyez sur Internet qui sont en général destinés aux résidents français ou qui sont des moyennes sur des dossiers de résidents français. On a évidemment l'assurance emprunteur qui est, comme pour les résidents français, qui sera obligatoire. Euh, on n'a pas forcément de surprime au niveau des assurances parce que vous êtes à l'étranger. On reste sur des taux d'assurance qui sont relativement convenables. Donc ça, c'est pas vraiment une fin en soi. Néanmoins, toujours dans la préétude, sans rentrer dans les détails de votre vie privée ou médicale, je vous poserai toujours la question s'il y a des soucis de santé, tout simplement pour nous prémunir d'un éventuel blocage du dossier en raison de l'assurance. Donc ça, c'est quand même un élément à prendre en compte qui est pas négligeable. Au niveau des contreparties commerciales, la banque aura peu de liberté avec vous parce que bah, vous n'êtes pas sur le territoire français, vous recevez vos salaires en dollars, en livres, enfin peu importe, donc c'est difficile pour elle de récupérer les salaires ou des assurances, par exemple de voitures ou ce genre de choses. C'est pour cette raison que bien souvent, la banque va vous demander à minima de mettre un petit peu d'épargne chez eux. Donc ça, c'est notre rôle aussi de négocier parce qu'évidemment, la banque en veut toujours plus, les clients en veulent toujours moins. Nous, notre rôle, c'est de ménager la chèvre et le chou de telle manière à ce que tout le monde y trouve son compte, mais il n'est pas impossible que la banque puisse demander des contreparties commerciales. Évidemment, on ne vous demandera pas de mettre vos salaires à la banque. Hein, ça, c'est une question qui m'est souvent posée, mais non, évidemment, on vous laissera le salaire là où il est.
Au niveau des banques avec lesquelles on travaille, techniquement, on travaille avec toutes les banques qui font du non-résident. On n'a pas de restrictions, aussi bien avec des banques nationales qu'avec des banques locales ou en tout cas des banques régionales. Il y a pas, on travaille avec toutes. Chacune a son process et on va à la banque en fonction de votre profil, de votre appétence pour tel et tel besoin. Sur les garanties prises par la banque, de la même manière qu'un résident français, il n'y a pas beaucoup de différence. Soit ça va être ce qu'on appelle vulgairement une hypothèque, un PPD, donc la banque va prendre une garantie en son nom. Ou alors, dans la majeure partie des cas, va essayer de faire passer ça par une garantie de caution, que la plupart des gens connaissent, type Crédit Logement ou SACEF, qui va garantir leurs biens pour elles. Il n'y aura pas de garantie de déplacer sur d'autres biens, d'accord? On ne fait pas de prêt sur des prêts d'hypothèque sur d'hypothèque, ce sera forcément le bien en question. C'est une des raisons pour lesquelles tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait en général mettre 20% d'apport ou éventuellement 20% de nantissement. On reparlera du nantissement tout à l'heure. Il y a des spécificités, évidemment, comme vous êtes non-résident. Néanmoins, sauf pour certains pays vraiment spécifiques comme des pays du Moyen-Orient ou la Chine, où là, effectivement, la plupart du temps, on va vous demander de faire des traductions de documents. En général, nous, on les traduit à votre place en amont, au moins pour préparer le dossier, présenter le dossier à la banque. La banque pourra vous demander par la suite de les traduire. Mais quand il s'agit d'anglais, d'espagnol, d'italien, enfin des langues soit anglais, soit européennes, en général, ça passe très bien. Les conseillers ou les directeurs parlent ces différentes langues avec les banques avec lesquelles on travaille. Il n'y a pas de nécessité à les faire traduire par un traducteur officiel. Évidemment, on va vous demander des documents particuliers qui sont liés à votre pays d'habitation, mais ça reste quand même des documents qui sont somme toute assez général. Par exemple, pour les UK, on va vous demander vos P16. Bon, bah voilà, c'est la même chose qu'on demanderait un avis d'impôt pour un Français. Mais on peut vous demander effectivement des attestations bien spécifiques d'employeurs, des attestations de ressources humaines qu'on va un peu moins demander aux résidents français et sur lesquels on va un peu plus insister, notamment pour être sûr de la mission, du temps que la mission va durer, ou éventuellement de certaines spécificités liées au bonus que l'on pourrait prendre en compte. Il n'y a jamais de transfert d'argent à faire immédiatement. Néanmoins, il faut toujours partir du principe que à plus on va avancer dans le temps, à plus la banque peut vous demander effectivement de commencer à transférer des fonds quand on a l'accord de prêt. Donc tout ça, c'est pareil, c'est prévu en amont. Je vous expliquerai comment faire. Je vous expliquerai comment faire si vous n'avez pas du tout de compte en France. On a les outils pour. Au niveau du nantissement des avoirs, j'y reviens, j'en ai parlé tout à l'heure, je vous parlais de soit 20% d'apport, soit de nantissement. Il est tout à fait possible de négocier avec une banque pour X raisons, parce que vous préféreriez que l'investissement locatif se fasse avec 100% du bien financé par la banque pour que le leverage soit au maximum et vous plutôt mettre cette somme en nantissement, c'est-à-dire que vous allez la bloquer sur les comptes de la banque sur des supports qui seront définis avec le banquier et vous-même en fonction de vos appétences en termes de risque, etc. Et qui permettront de faire des petits mais qui sera bloqué jusqu'à la fin du prêt, soit à la fin du prêt par extension classique, soit parce que vous aurez remboursé par anticipation. Deux questions qui reviennent souvent, que ce soit la réception des offres de prêt ou les déplacements en banque. La plupart des banques avec lesquelles on travaille, sauf exception, on peut tout faire à distance. Les rendez-vous se font en visio avec le banquier. Les offres de prêt sont éditées soit de manière informatique, soit envoyées par DHL. Vous n'avez pas forcément de nécessité à prendre l'avion pour venir vous rendre dans la banque dans laquelle on aura ouvert vos comptes. Aujourd'hui, on arrive à quasiment faire les dossiers tout à distance. Il y a peut-être une ou deux exceptions, mais en général, on s'arrange pour que vous veniez à un moment donné où de toute façon vous deviez peut-être repasser en France, je ne sais pas, pour X raisons, des raisons familiales ou pour le projet en lui-même. Donc voilà, on peut tout faire à distance, même nous, les récupérer les documents, les signatures de mandat, etc. Pas besoin évidemment de se déplacer. Alors, je vous montre juste l'algorithme, c'est juste pour vous expliquer aujourd'hui ce que je vous ai pas dit en introduction. C'est que moi, j'ai un cabinet indépendant, Romain vous l'a dit. Néanmoins, je me suis volontairement adossé à un grand groupe qui est le groupe Preto, que certains en France connaissent ou même ailleurs. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que ça me permet d'offrir à mes clients une ouverture bancaire beaucoup plus large et beaucoup plus simplifiée et des négociations de conditions de taux qui sont évidemment beaucoup plus importantes puisque au lieu d'être un courtier tout seul, je suis un courtier adossé à 300 courtiers, ce qui me permet également moi d'avoir un benchmark et une visu sur l'ensemble de ce qui est fait à l'instant T pour
aboutir à des meilleures négociations pour vous, soit en termes de taux, soit en termes de conditions, ou en tout cas avoir des informations en temps réel que je n'aurais pas si j'étais tout seul dans mon bureau, voilà, etc. Donc ça, c'est important que vous le sachiez parce que c'est quelque chose qui vous sera profitable à vous sur votre projet et en tant que client. Là, c'est l'espace client justement qui vous permettra de rentrer les informations et d'insérer les documents qu'on vous demande lors de la préétude. Vous voyez, c'est assez simple. On a le foyer, le projet, les comptes, l'épargne, les crédits en cours. Nous, tout ça, on les retravaille et on fait l'analyse. Et vous avez juste à uploader l'ensemble de vos documents pour qu'on puisse faire le montage du projet. Les étapes du projet, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait là le rendez-vous découverte, on va faire le montage du dossier et la signature du mandat, on va avec vous jusqu'à la validation des propositions bancaires, évidemment que ce sera à vous d'accepter, hein, nous on décide rien à votre place, on va vous trouver les meilleures conditions et on vous les expliquera pourquoi on va plutôt vers telle banque et pas vers telle banque, et après évidemment on en parle ensemble, on vous accompagne jusqu'au rendez-vous banque et on s'occupe également des assurances, on s'occupe du suivi pour que l'édition des offres de prêt soit faite, notamment pour que les équipes de Manuel puissent suivre l'aboutissement du projet. Et on vous suit évidemment jusqu'à l'appel de fonds et au déblocage notaire. Petite information d'ailleurs, pour les non-résidents, on demande juste un laps de temps un tout petit peu plus long que pour les résidents français, c'est-à-dire qu'on est plus sur 3 mois de montage que sur 2 mois. Voilà, tout simplement parce qu'on s'adresse à des banques spécifiques, des cellules de banques spécifiques. Ils sont évidemment souvent, il y a beaucoup moins d'équipes que dans des équipes de résidents et les décisions de dossier sont évidemment plus risquées, donc par conséquent, on a des strates de validation supplémentaires. Voilà, j'espère que j'ai essayé d'accélérer un peu par rapport au temps que j'ai perdu sur la coupure Internet. Voilà, je suis à votre écoute si besoin. C'était parfait, Manuel. Euh, Vous avez la chance, les deux manuels vous donnent accès à leur calendrier digital. Donc, pas besoin de faire de mail, pas besoin d'appeler. Vous scannez le QR code qui est devant vous et vous avez directement un rendez-vous avec Manuel Bardoz dans les prochains jours qui viennent. Que ce soit en replay ou en direct, ce QR code fonctionnera toujours. Donc ça, c'est quand même exceptionnel et on gagne beaucoup de temps. Euh, Est-ce que Manuel Ravier, tu voulais peut-être clôturer avec deux, trois petits messages et puis aussi Ouais, mettre j'ai deux, trois petites slides encore, moi. Euh, je voulais rebondir sur quelque chose que je trouve très intéressant dans ce que disait Manuel, c'est pour tous les non-résidents qui ont la chance d'avoir du cash. Nous, on le voit, les montages dont il parlait de nantissement sont des montages qui peuvent être très intéressants puisque vous avez d'un côté le rendement boursier, puisque vous avez des placements qui sont nantis par la banque mais qui travaillent. Donc, imaginons que vous ayez, si on reprend l'exemple, en général, les banques qui font ça sont des banques privées et démarrent sur des montants un petit peu plus importants. Ça, c'est toi, Manuel, qui pourra nous dire peut-être les montants. Mais moi, j'ai vu des clients qui avaient la chance d'avoir beaucoup de cash, donc 500 000, 1 million de cash. Bon, c'est des grosses sommes, hein, bien évidemment, mais je le dis quand même. Parfois, on a des gens qui suivent les conférences qui sont concernés et qui, du coup, nantissaient, par exemple, 500 000 euros sur des comptes titres, donc pour faire des investissements en bourse, sur des ETF, sur des actions, tout ce qu'ils voulaient faire eux-mêmes ou des fonds d'investissement. Donc, c'était leur choix, eux, d'investissement. Simplement, la banque nantit et de l'autre côté, la banque prêtait, moi je l'ai vécu, donc c'est du réel. Je ne dis pas que c'est le plus courant, mais ça arrive, prêtait la totalité du projet, zéro apport ou 5% d'apport, ce qui fait qu'il avait le levier maximal, le client, sur la partie investissement immobilier, donc un rendement sur l'argent investi explosif, et de l'autre côté, il pouvait faire ses investissements en bourse comme il le faisait avant, et donc avoir les rendements boursiers d'un côté et les rendements maximum immobiliers de l'autre avec l'effet de levier maximal. Ce qui est hyper intéressant pour moi, c'est le meilleur des montages possibles, si tant est, bien évidemment, qu'on puisse le faire. Et ce que disait Emmanuel, c'est qu'après, bon, là, je parle de clients qui ont la chance d'avoir des très, très importantes liquidités, mais pour des clients qui ont des apports plus mesurés, vous pouvez souvent faire un mix entre l'apport dans le projet, par exemple 15% d'apport seulement, et 20% de placement nanti. Et ça, c'est encore une fois à voir avec Manuel et à voir avec ce que les banques accepteront de vous faire. Mais ce qui fait que vous avez un effet de levier sur la partie immobilière, moi, qui m'intéresse, qui est plus important que l'effet de levier que j'ai montré tout à l'heure. Donc un rendement sur l'argent investi qui est plus élevé, puisque plus on a de levier, mieux c'est en matière d'immobilier. Et puis de l'autre côté, votre argent travaille encore une fois en bourse sur des ETF ou des choses comme ça. Voilà, donc c'était une petite aparté sur cet aspect financement. La bonne séquence pour réussir, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement, un, on l'a dit tout à l'heure, on l'a très rapidement évoqué,
c'est de définir votre projet. Il y a des gens qui vont avoir un projet particulier, qui me disent, moi j'adore Vannes. Vannes, c'est une super ville en Bretagne. Je voudrais avoir un pied-à-terre à Vannes pour plus tard, peut-être pour ma retraite, pour en profiter. D'autres, ça va être la Côte d'Azur, d'autres, ça va être Paris ou d'autres villes en France. Et puis d'autres personnes disent, moi, c'est uniquement un projet de rentabilité. Et dans ces cas-là, on va être beaucoup plus ouvert sur le scope et on va pas avoir les mêmes critères d'investissement. Donc en un, on va définir votre projet. Vous allez nous dire quels sont vos critères à vous. Ça, c'est personnel. Les horizons d'investissement aussi. Est-ce que vous avez un projet de revente peut-être dans 10 ans, 20 ans, le conserver pour faire de la rente. Ça va nous guider en fait dans la définition du projet. Ensuite, on lance la partie recherche du bien. Ensuite, la main passe à Manuel qui va monter le dossier en financement, négocier pour vous toute la partie crédit immobilier, le montage, plus ou moins d'apport, négocier les taux, etc. Ensuite, vous devenez propriétaire ici entre le 3 et le 4. J'espère que vous voyez mon écran. Et là, on va commencer à travailler sur l'optimisation du plan s'il y a des travaux. Donc, avec les architectes, on va vous, au sein de l'entreprise, on va vous affecter un architecte qui va vous aider et qui va définir le plan et vous proposer le plan que vous allez valider. Si c'est OK, on va faire les cahiers des charges travaux et on démarre et on va suivre pour vous les travaux de rénovation. On me demandait les délais, bon, ça dépend bien évidemment de la rénovation, mais un appartement, c'est entre 2 et 4 mois, rénové, meublé, avec une approche bien sûr d'isolation énergétique, puisque c'est devenu hyper important. En France, il y a des normes là-dessus, donc on respecte bien évidemment les normes. Ensuite, on meuble, on décore le bien, et ensuite, ça passe en location-gestion. Et ensuite, vous retournez voir Manuel, vous lui dites, voilà, j'encaisse mes loyers, c'est magique. Comme Manuel, donc moi, l'avait dit, il y a un côté magique, martingale, je plaisante, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe en général. Comment je fais, Manuel Bardos, pour recommencer une opération et donc pour retrouver des poches de financement? Et là, vous voyez, par rapport à votre capacité d'endettement et comment vous pouvez remonter éventuellement un nouveau projet, puisque tant que vous pouvez investir et que la banque ne vous bloque pas, vous faites travailler de l'argent qui n'est pas à vous, c'est l'argent de la banque en grande partie. Vous mettez de l'apport, mais c'est l'argent de la banque. Et c'est le locataire, en payant son loyer tous les mois, qui va rembourser tout ou partie du crédit immobilier. Et c'est vous qui allez vous enrichir dans l'opération, qui a un côté magique. La bonne séquence, c'est d'utiliser l'effet de levier bancaire du crédit, c'est ce qui change tout. On l'a vu tout à l'heure dans mon exemple. Investir souvent dans l'ancien avec travaux. Pourquoi l'ancien plutôt que le neuf? Parce que souvent, grâce à l'ancien, vous allez pouvoir choisir des emplacements au sein des villes qui sont plus valorisés. Très souvent dans les grandes villes, si vous regardez les terrains disponibles et les programmes neufs, il n'y en a quasiment pas. Et quand les promoteurs vous vendent de l'investissement dans le neuf, souvent, je fais des généralités, hein, il y a toujours des contre-exemples, ça va être un programme qui va être en périphérie nantaise et qui en finale dans un quartier qui n'est pas forcément très attractif, souvent excentré, et qui vont vous vendre au prix, enfin vous allez acheter plein pot au prix du neuf, alors qu'en fait vous n'avez pas l'emplacement. Or, en matière d'immobilier, on dit souvent qu'il y a trois critères importants: l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc voilà, donc l'ancien avec travaux nous permet de toucher des biens à des prix intéressants, d'appliquer une rénovation pour avoir les derniers standards et quelque chose où vous allez être tranquille pendant des années, et d'avoir le meilleur emplacement. Ensuite, le régime fiscal, on l'a très rapidement abordé tout à l'heure. Il y a deux régimes plus intéressants que les autres. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. C'est en un, l'allocation meublée, qui est peut-être en train d'être réformée, mais en tant que non-résident, vous serez très probablement pas concerné, puisque quand vous dépassez 23 000 euros de revenus locatifs meublés, et je vous le souhaite, vous allez être LMP, loueur meublé professionnel en location meublée, et c'est un régime qui est hyper intéressant. Vous êtes hors IFI, en LMP, vous êtes hors IFI, vous avez des abattements sur la plus-value. Je pourrais en parler, on a des vidéos sur le sujet, je pourrais en parler pendant longtemps, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais retenez location meublée si vous êtes en direct, ou alors à travers des sociétés civiles immobilières à l'IS. Et je crois qu'on va répondre à vos questions. On a vu des questions dans le chat. Il y a des questions sur le sujet du financement des SCI, donc je passerai la main là-dessus. Et enfin, en matière d'immobilier, l'immobilier, c'est le temps. En fait, c'est chaque mois qui passe, vous remboursez une traite de crédit à la banque, vous encaissez un loyer, plutôt dans l'autre sens, vous encaissez un loyer, vous remboursez une traite de crédit et votre patrimoine se développe par cet effet-là. Donc, plus vous détenez du bien, de l'immobilier dans la durée, plus vous enrichissez. Souvent, je vois des gens qui ont fait une belle opération immobilière et se disent, ouais, mais Manuel, j'ai revendu. Je dis, pourquoi tu as revendu ton bien? J'ai revendu parce que j'avais 50 000 euros de plus-value latente. C'est énorme, c'est génial. Et je lui dis, mais si tu l'avais conservé dans le temps, la courbe de l'immobilier, on l'a vu, augmente dans la durée. Vous remboursez chaque mois des traites de crédit à la banque. Si cette personne avait gardé 5 ans, 10 ans de plus, il se serait très probablement enrichi encore beaucoup plus, sans faire beaucoup plus d'efforts. Puisqu'on l'a vu en matière d'immobilier, c'est la mise en place du projet qui est longue et qui prend du temps sur le crédit, sur, sur la recherche du bien, sur les travaux, etc. Donc,
Mon conseil, tant que vous n'êtes pas bloqué par un projet personnel et vous avez besoin d'argent, là c'est autre chose, détenez vos biens dans la durée. Chaque mois qui passe de manière passive, votre patrimoine augmente. Voilà, j'ai mis un peu des avis. On est très fiers. Ça fait 12 ans qu'on fait ce métier. On a commencé en 2012. On était deux sur un coin de table. Aujourd'hui, on est environ 200. Et on est très, très fiers d'avoir la confiance de nos clients et de les accompagner dans des opérations partout en France. Et donc, la question avec laquelle je finirai, c'est est-ce que vous allez continuer après cette présentation à jouer avec des couteaux qui tombent, donc à laisser votre épargne dormir, ou est-ce que vous allez investir dans l'immobilier rentable grâce à l'effet de levier du crédit? Voilà, ça, c'est à vous d'avoir les réponses. Mais si vous souhaitez passer à l'action, vous pouvez scanner le QR code ou nous retrouver sur le site investissement-locatif.com ou même me contacter directement. On pourra mettre mon mail, Romain, dans le chat. Moi, j'aime bien échanger avec les expats. Donc, quand je peux aider, je le fais. Donc voilà, parlons de vos projets. Petit aparté, j'en ai pas parlé. On a aussi une filiale pure rénovation, donc pure cabinet d'archi. Donc si vous avez déjà des biens en France qui sont peut-être pas rentables, si vous avez des biens en France que vous souhaitez rénover, ou passer en location meublée, ou si vous avez des sujets sur le DPE, l'isolation, et que vous devez faire des travaux pour isoler, on peut gérer tout ça pour vous à distance. Donc contactez-moi pour ça aussi. Notre filiale s'appelle Reno, reno.fr, mais vous pouvez m'écrire directement sur mon mail et je vous mettrai en lien avec les bonnes personnes dans l'équipe. Voilà, donc voilà pour la presse. On va peut-être répondre aux questions. Alors, je crois qu'il y avait des questions dans le chat. Oui, il y a pas mal de questions qui ont été répondues par écrit, donc merci. Euh, on a un auditeur anonyme, alors je pense qu'on va avoir besoin de précision, qui nous dit une idée de l'impôt à payer pour un bien qui rapporte, disons, 600 euros par mois. Alors, bah, ça dépend. En fait, ça dépend comment vous détenez le bien. Si c'est en location nue, et ça dépend le pays où vous vivez. Si c'est en location nue, en général, vous allez payer pas mal d'impôts. C'est des revenus fonciers. Nous, on vous conseille de les éviter. Si vous êtes en location meublée, vous n'allez pas payer d'impôts, en tout cas pour l'instant, pendant l'exploitation du bien pendant environ 10-12 ans. Ça va dépendre du rendement. Donc, je fais des généralités. Je suis obligé parce que chaque cas est différent. Donc, vous n'allez pas payer d'impôts sur les revenus locatifs pendant des années. Si vous êtes en SILIS, pareil, on a un système d'amortissement et vous n'allez pas payer d'impôts pendant des années. Vous payerez un impôt à la sortie sur la plus-value. Voilà. Donc, c'est possible de ne pas payer d'impôts en France, en tout cas, sur les revenus locatifs. Après, ça dépend dans quel pays du monde vous êtes. Si vous êtes au UK, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on avait cet échange. Le UK va vous faire payer des impôts, lui, sur vos biens en France, sauf si vous êtes à travers des sociétés qui vous protègent de type SCILIS ou sociétés commerciales soumises à l'impôt sur les sociétés. Merci Romain d'avoir partagé dans le chat le lien pour prendre un rendez-vous. Oui, Je peux donc mettre mon mail aussi. si jamais, voilà, si jamais il y a des gens qui n'arrivent pas à scanner le QR code, j'ai mis les deux Calendly de Manuel Bardoz et de Manuel Ravier. Donc comme ça, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec eux. Marie-Annabelle, J'ai mis merci. Ouais, Avec merci Romain. plaisir. Alors, on me posait une question sur nos tarifs, donc je pense que la question s'adressait à moi. Tu pourras après nous dire, Manuel, toi, tes tarifs. Nous, on facture 8% du montant du projet qu'on gère, donc achat, travaux, ameublement. Donc, si on fait que les travaux, bah, ce sera que sur les travaux. Si on fait que la recherche. Si on fait tout le projet, c'est 8%, 8,4% précisément TTC du montant des travaux, enfin du montant du projet, pardon. Et ces frais passent en charge. Ils vont passer même au déficit en location meublée, donc ça ne vous coûte pas ce prix-là puisque ça va venir gommer des loyers imposables. Donc en réalité, on a tendance à dire que ça vous coûte environ la moitié après impôt, mais il faut bien payer cette somme-là. Oui. Et pour ma part, j'y ai répondu parce que je pense que c'est une question privée, donc j'y ai répondu. Mais pour ma part, on est sur 1,5% du capital emprunté, alors avec après un minimum forfaitaire à 2 990. De la même manière que pour les honoraires et les frais de manuel, les frais de courtier sont déductibles aussi de votre investissement locatif. Alors nous après, bon, c'est spécifique à notre métier, c'est la magie du courtage, c'est que demain on vous fait baisser le taux ne serait-ce que de 0,05% et c'est évidemment déjà rentabilisé au-delà du fait qu'on vous ait eu un accord de prêt. Et c'est pareil pour nous, puisqu'on va vous aider à négocier le bien, évidemment, et à vous trouver des biens que vous n'aurez pas forcément trouvé par vous-même, et à vous faire économiser énormément de temps. Pourquoi investir dans des logements vieux situés dans le centre-ville d'une zone tendue quand les loyers sont plutôt bas? Alors Linda, des logements vieux, des logements dans l'ancien, quand on dit vieux, ça peut être péjoratif. On les rénove entièrement, hein, donc après ils sont tout neufs, au contraire.
Les immeubles, effectivement, bah, pareil, sont entretenus hein, dans les copropriétés. Les loyers, bah, le but, c'est justement d'être sur la fourchette haute. Ça va dépendre des zones. Si vous faites référence à l'encadrement des loyers, si c'est la question sous-jacente, on peut mettre des compléments de loyer en justifiant avec des caractéristiques de confort. Donc, on a effectivement des loyers qui sont pas forcément bas, déjà en un. Et en deux, on a une tension locative. J'en parlais au début de la présentation. En ce moment, en France, on manque énormément de logements et ça permet d'avoir des biens qui sont loués en permanence et qui se revendent aussi beaucoup plus facilement qu'un logement qui serait en pleine campagne. On n'aura peut-être pas autant d'acheteurs le jour où vous souhaitez revendre l'opération. On a un auditeur anonyme qui nous demande, est-il facile d'ouvrir un compte en banque sans adresse en France? Alors non, vous pouvez pas ouvrir un compte bancaire sans adresse en France, sauf si vous êtes dans le cadre justement d'un projet, d'un projet où il va y avoir un prêt immobilier derrière, où nous, le fait que l'on présente le projet qu'on veut d'accord va permettre derrière d'avoir un accord d'ouverture de compte et par conséquent d'avoir un numéro de compte français. Mais si voilà, si vous venez comme ça, la fleur au fusil en disant que vous voulez ouvrir un compte sans raison spécifique, ça sera évidemment très très compliqué. C'est pour ça que d'ailleurs que pour les transferts d'argent, on vous explique comment faire quand vous n'avez pas de compte bancaire en France, le temps par exemple de virer de l'argent chez le notaire ou ce genre de choses. Alors, Florence, elle nous dit, alors déjà, il n'y a jamais de questions naïves, Florence, donc n'hésitez surtout pas si on est là pour ça. On a encore 8 minutes pour répondre à toutes vos questions, donc profitez-en. Elle nous dit qu'elle est résidente aux US, propriétaire d'un appartement en location à Paris. Elle voudrait le vendre et en acheter un plus grand. Elle a rencontré 3 banques. Elles lui ont toutes dit qu'elles ne prêtaient pas aux non-résidents, car c'est trop difficile si l'emprunteur ne rembourse plus. Donc, comment est-il possible d'avoir un prêt par un courtier comme toi, Manuel Bardos? Oui, alors Florence, tout simplement prenez rendez-vous, comme ça je vous expliquerai, parce qu'encore une fois, chaque cas est spécifique, comme l'a dit Manuel tout à l'heure, donc à voir. Mais prenez rendez-vous et ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, les banques qui prêtent aux non-résidents sont très spécifiques, d'une part, et même quand ce sont des enseignes qui sont connues, ce sont des cellules, bien souvent, que la plupart des banques externes ne connaissent pas. Donc, vous inquiétez pas. Prenez rendez-vous, expliquez-moi votre cas, je vous expliquerai comment ça peut fonctionner. Mais il y a jamais de règle fixe. C'est ce qui fait d'ailleurs la magie de notre métier, c'est que on connaît aussi des astuces que certains banquiers évidemment ne connaissent pas parce que bah, c'est pas leur métier. Ils sont peut-être en agence et ils s'occupent des résidents français classiques. Et par conséquent, ils ne savent pas faire tout simplement. Rien de grave en soi. Peut-être tu peux nous dire, moi ça m'intéresse ta vision sur le nantissement et à partir de quel montant on peut faire des dossiers si tu as eu ces cas-là manuels avec du levier maximal sur des gros profils hein, qu'on évoquait tout à l'heure, enfin, que j'évoquais. Oui, alors, la plupart du temps, sauf cas spécifique, moi je conseille plutôt aux clients qu'on négocie effectivement sur le fait qu'il apporte juste les frais et qu'il nantisse la partie que la banque souhaite, les 15, 20 ou 30% en fonction du profil du client, tout simplement parce que ça va lui permettre bah, d'avoir le leverage maximum au niveau du prêt il va effectivement pouvoir placer cet argent sur des supports, encore une fois, qu'il aura choisi, hein. Rien n'est imposé par la banque, qu'on soit bien d'accord. Le but de la banque, c'est pas non plus que le nantissement soit perdant en termes d'argent, parce que si le nantissement est gagnant en termes d'argent, la banque gagne de l'argent, donc par extension, tout le monde est content. Donc ça peut être effectivement sur des ETF, ça peut être sur un certain nombre de choses. Euh, et effectivement, c'est ce que l'on préconise pour les clients. Alors, tu parlais effectivement de gros profils tout à l'heure, mais ça peut être aussi parfois sur des profils plus petits avec des gens qui, pour le moment, n'ont pas encore cette capacité d'épargne énorme. Évidemment, c'est plutôt quand on s'adresse avec des banques privées. Évidemment, parce que si on est sur une banque un peu plus traditionnelle, ça sera un peu plus compliqué, mais la plupart des banques avec qui on travaille pour les non-résidents savent faire ce genre de choses, puisque la plupart du temps, ce sont des banques qui ont l'habitude de gérer des dossiers patrimoniaux. Et ce qu'on peut aussi faire un mix, si toutefois, pour une raison X ou Y, ça fait une mensualité trop haute pour le client, parfois c'est juste par peur hein, d'avoir une mensualité trop haute, on peut faire un mix et dire on fait 10% d'apport sonnant et trébuchant et 10% par exemple de nantissement. Mais en tout cas, moi, dans mon calcul, sur le plan purement financier, hein, sans aucun affect, c'est plutôt ce que je vais préconiser aux clients. Voilà, maintenant, libre à chacun de croire ou pas à ce mode de fonctionnement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Manuel. C'est mon truc à sonner en même temps. Tout à C'est bon. fait, Ok. absolument. Eric nous dit, pour les frais de courtage, désolé, je n'ai pas compris le minimum.
2990 c'est-à-dire que c'est 1,5% du capital emprunté avec un minimum forfaitaire de 2 990 euros, quel que soit le montant du projet. Et après, c'est 1,5% du capital emprunté. Alors, j'ai hérité de 4 logements situés dans le centre-ville. Tous ont besoin d'être refaits. J'ai 80 000 euros en banque. Les loyers sont pas très hauts et situés dans une zone tendue. Revenu pour l'année 22 000 euros et payé 11 000 euros d'impôts. Dois-je les vendre? Bah, vous devriez me contacter et puis on peut en parler en parallèle, on peut en parler directement. Voir la meilleure option. Il faut que j'ai plus d'informations que ça. Je peux vous faire des simulations de location, etc. Donc, contactez-moi. J'ai pas vos coordonnées là. C'est en anonyme. Spectateur anonyme, vous pouvez me faire un petit email. Mon email est dans le chat normalement. mr@investissement-locatif.com. Valentin nous dit, spécificité pour les résidents US et le nantissement, les investissements de l'argent nanti sont généralement limités et ne génèrent pas de profit. Est-ce que c'est vrai? Alors, oui, alors j'ai perdu le prénom de voilà, Valentin. Oui, alors pour les US personnes, effectivement, c'est assez spécifique puisque les US personnes ne peuvent pas faire les placements qu'ils veulent en France. Néanmoins, évidemment, les banques qui travaillent avec les US personnes ont des fonds spécifiques pour le nantissement dédié aux US personnes. Donc, il y a si je puis dire, une sorte de catalogue, pour faire simple, de fonds qui sont spécifiques aux US personnes et qui sont du coup par conséquent, qui sont totalement légitimes et qui peuvent être faits. Donc pas d'inquiétude, le coût est prévu sur le sujet. Parfait. Il nous reste 3 petites minutes. Plus de questions. Parfait. Donc, Ben, je crois bah, qu'on est bon, hein. On va vous remercier tous les deux. merci à toi, Romain, et merci, Merci Manuel. Romain, merci Manuel aussi. Pour ceux Donc, qui vous l'ont avez pas compris. fait, n'hésitez pas Ouais. à prendre rendez-vous. Ne ratez pas cette opportunité de prendre rendez-vous gratuitement avec nos deux manuels experts de l'investissement en France. Et puis, Moi, je vais peut-être dire quelque chose, Romain. oui, Juste un petit point, excuse-moi. Ouais, parce que on a parlé de SCILIS. J'ai fait un dossier qui est accessible sur notre site. Je peux vous mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Je sais pas où est-ce que je dois le mettre. Mais bon, si vous allez sur notre site, on a dans Club Invest tout en haut, on a les replays et j'ai fait une vidéo où on parle avec un expert, enfin avec quelqu'un qui modèle, je cherche mes mots, quelqu'un qui modélise dans la finance et on a fait toute une analyse sur les SCILIS, un dossier qui a été repris par le Figaro. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu passer la semaine dernière. Et le sujet du dossier, c'est comment générer 2000 euros net d'impôt sur le revenu, etc. Une fois que vous avez remboursé et combien il faut investir pour ça. Et donc, j'ai tout chiffré avec l'évolution des prix estimés sur les 20 prochaines années. J'ai chiffré tous les niveaux d'impôts, etc. en SI et l'IS. Donc, vous pouvez regarder. Pour ceux que ça intéresse, parce qu'on en a parlé un petit peu, il faut vous inscrire. C'est gratuit sur notre site tout en haut dans Club Invest. Si tu trouves le lien, Romain, parce que moi, je ne sais pas où le poster. Et ensuite, vous verrez, vous avez où je peux partager mon écran pour vous montrer. Mais voilà, vous avez ce dossier qui a eu pas mal de succès. Donc, ça peut intéresser peut-être des personnes. parfait. Euh, Tu peux le mettre dans le chat si tu souhaites. Et puis moi, on Comment pourra je aussi, fais? on pourra Ah aussi oui, c'est bon. l'envoyer. Voilà. Ici. Host and panelist. Moi, je le mets à everyone. Voilà. Donc là, il est dans le chat. Euh, Souvent, on me demande aussi comment accéder au replay. Donc, quand vous êtes sur French Morning, que ce soit French Morning ou Maudit Français, vous allez sur la section webinaire et là, vous retrouvez tous les webinaires en replay. À l'intérieur de cet article, il y aura le replay qui va être installé juste là. Voilà, donc vous pourrez facilement y accéder. Bon, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes. Je vous donne rendez-vous le 7 janvier. On va bien démarrer. On va parler taxes le 7 janvier. Donc voilà, profitez-en. Bonne fête à tous. Joyeux Noël, bonne année, joyeux Hanouka, et puis à l'année prochaine. Merci Romain, belle fête à toi. Bonne Belle fête fête, au revoir Manuel. Romain, Belle fête salut à Manuel. tous.